بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 15e session Zoom où nous réaccueillons le professeur Nordin Aoussat. Le thème de ce soir sera quel bilan des libertés religieuses des musulmans de France de 2001 à 2021. Voilà, pour ce soir, ce sera le thème de ce soir. Barakallahu fikoum, cher professeur, je vais vous passer le micro. Très bien, barakallahu fik, bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Premièrement, je remercie l'équipe de débat et échange pour cette invitation. Et donc, je remercie aussi les frères et les sœurs qui se sont connectés et qui sont présents avec nous dans cette rencontre. J'ai choisi donc de traiter le sujet de un bilan de 2001 à 2021. J'ai choisi 20 ans, comme j'aurais pu choisir 90 par exemple, mais j'ai choisi exprès 2001 parce que ça fait 20 ans, un chiffre rond, 10 ans, mais surtout parce qu'à partir de 2001, on peut dire que les choses il y a eu une accélération. Même si ce qui va arriver pendant les 20 ans, le bilan des 20 ans, c'est aussi le bilan de ce qui était en gestation les années auparavant. Depuis, disons, 89, par exemple, où on a commencé à parler vraiment de la communauté musulmane et à montrer la communauté musulmane du doigt. Mais c'est surtout le bilan au niveau des libertés religieuses que je veux traiter. 89, par exemple, très rapidement, après je reviendrai à 2001. 89, il y avait deux grandes affaires qui ont secoué les musulmans. L'affaire Rushdie, les versets sataniques, très important, un point très important à soulever. Les musulmans de France, à l'instar des musulmans du monde entier, étaient mécontents de ce livre qui, pour le résumer en deux mots, c'est pas un roman. Il a utilisé la forme romancée, Salman Rushdie, mais en fait, ça tourne autour de la Mecque, la Kaaba qu'il appelle le rideau, et dans ce rideau, il y a, vous passez l'expression, une maison close, une maison de tolérance, comme ils disent, pour ne pas dire BORDEL, dans lequel il y a 9 femmes, et ces femmes-là, elles portent toutes les noms des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la substance de ce livre, une partie importante de ce livre, par exemple. Comment vous ne pouvez pas être mécontent de ce livre? Donc, les musulmans qui vont manifester, et à l'époque, Jacques Chirac, qui était Premier ministre, va menacer les musulmans parce qu'on leur a fait dire ce qu'ils n'ont pas dit, mort à Rushdie, non, c'était pas ça, que c'était une indignation. Donc, il y a eu une menace contre les musulmans, que des expulsions, etc. On est en 89 et donc c'est une première des libertés des musulmans qui est remise en cause, celle de manifester. Ensuite, toujours dans la même année, 89-90, l'année scolaire 89-90, il va y avoir la rentrée scolaire et au nord de Paris, exactement dans la ville de Creil, dans un collège, 2 filles, voire même 3 filles, 2 sœurs et une troisième, qui avaient déjà l'habitude de venir, je pense qu'elles étaient en troisième
à cette époque-là, qui avaient déjà l'habitude de venir au collège avec leur foulard, et le reste, en reste du foulard, c'est une petite gabardine, un pantalon et des baskets normales. Ce n'est pas un hijab au sens propre du mot, ni encore moins un tchador comme on l'appelait à l'époque. Mais voilà qu'on a fait tout un tintamarre, tout un tapage autour de ça. Grande mobilisation politique, grande mobilisation médiatique, grande mobilisation surtout des intellectuels qui vont signer ensemble un manifeste, une tribune qui sera publiée par le magazine Le Nouvel Observateur avec le titre Prof, ne capitulons pas. Prof, ne capitulant pas, comme si accepter deux gamines ou trois gamines avec leur foulard sur la tête allait remettre, je dirais, la liberté et la souveraineté de la France en question. Donc, c'était des soubresauts. Là, on est en 89. Après, il y a la rentrée scolaire 94 et je vais passer à 2001. 2001, là, on va rentrer dans une nouvelle ère. Donc, juste pour rappel pour l'organisation, là, je parle depuis 5 minutes, donc je parlerai encore pendant 20 minutes, donc 25 minutes en tout, 30 minutes maximum. Et après, je vous laisserai, Inch'Allah, l'occasion aux frères et aux sœurs présentes de poser vos questions, ou bien de partager vos réflexions avec nous en restant concis et surtout en restant dans le sujet barakallahu fikoum pour arriver à quelque chose. Faire le bilan, c'est pas facile, c'est pas en une séance qu'on va faire un bilan, mais au moins esquisser une sorte de bilan et surtout poser le revers ou disons la question qui sous-tend et qui est en filigrane dans le bilan, c'est malheureusement, je peux le dire d'ores et déjà, que faire ou comment faire pour sortir de notre impuissance politique. Parce que le bilan, comme vous le savez, ça ne va pas être un bilan positif, ça sera plutôt un bilan négatif, mais au lieu de poser la question pourquoi, on posera plutôt la question comment, parce que poser la question comment est plus important et plus pertinente comme formule ou formulation de questionnement et d'interrogation que pourquoi. Le comment nous permettra de poser ou bien d'explorer plusieurs pistes et d'avoir plusieurs éléments de réponse à notre interrogation. Donc, je disais, je reviens à 2001. 2001, il y a donc l'attentat du 11 septembre, donc 2001. On va rentrer dans une nouvelle ère. Les États-Unis, avec sa puissance médiatique, ses journaux, ses agences de presse, l'argent, son pouvoir politique, etc. De suite, en France, donc les voix montent ici et là, des éditos de journaux, de grands journaux. Nous sommes l'Amérique. Hein, nous sommes l'Amérique. Ce qui touche l'Amérique nous touche nous aussi. Ce qui touche l'Amérique touche la France. Bien sûr, on pourra le dire nous aussi. Ce qui touche l'Amérique, ce qui touche toute personne, tout groupe de personnes de façon surtout meurtrière ou la blessant ou autre, ça blesse toute autre conscience humaine où qu'elle soit. Mais ce n'est pas là le problème, c'est que là, on a désigné un ennemi et cet ennemi, malheureusement, ce n'était pas l'auteur ou le coupable de cette attaque, mais c'était tout ce que représentait cet auteur ou ce coupable, à savoir l'islam et ce qu'il y a derrière. Donc voilà. Donc à partir de là, un an après, il va y avoir la sortie d'un livre, je pense que c'est 2002, un livre dont le titre est évocateur. C'est ce titre-là qui va, pour voir, hein, on est en 2002, je pense, hein, et donc 2021, qui va donner l'idée de séparatisme. Le titre de ce livre, c'est Les territoires perdus de la République.
les territoires perdus de la République, c'est-à-dire que là, déjà, le groupe de personnes, c'est un livre collectif, hein, ce n'est pas un seul auteur, mais c'est un groupe, un certain nombre de profs, une ou deux profs, des essayistes et d'autres écrivains qui ont participé. Territoire perdu de la République, c'est pour dire que, attention, les musulmans sont en train, à l'époque, on ne parlait pas d'islamistes, hein, mais on parlait de musulmans, ou bien de populations issues de l'immigration, sont en train de former des sortes de communautés qui sont où la République n'a pas pied, où la République n'a pas de pouvoir. Les policiers ne rentrent pas, les pompiers ne rentrent pas, je dirais la loi de la République ne s'applique pas, etc. Donc, ce qui va donner juste un an après, 2003, ça c'est la première grande date, 2003, mois d'avril 2003, au Bourget, et c'est là où le bas blesse. Hein, c'est là où le bas blesse. Quand je dis au Bourget, j'ai parlé de là où le bas blesse, c'est que donc en plein grand rassemblement, je dirais, des musulmans. C'est le plus grand lieu, la plus grande date, le plus grand événement qui regroupe le plus de musulmans en même temps. Hein, les 3 journées du congrès de l'ex-UOIF du Bourget. Donc, comment il s'appelle, ministre de l'Intérieur à l'époque, Sarkozy, va prononcer son fameux discours dans lequel il va dire que dorénavant, la musulmane n'aura plus le droit de se faire établir des papiers d'identité, passeport ou carte d'identité ou permis de conduire ou autre, avec comme photo où elle porte son foulard. D'accord, il faut qu'elle soit tête nue. Alors que auparavant, et depuis toujours, les femmes se faisaient établir des papier d'identité avec la tête. L'essentiel, c'est quoi? C'est que le visage soit découvert, soit visible. La femme, elle peut faire une sorte de bandeau, cacher ses cheveux, dégager ses oreilles et le reste de son visage soit visible. Mais non, c'est juste comme ça. Pourquoi? Parce que on commençait à vouloir euh, s'attaquer à ces fameux territoires perdus de la République, s'imposer, imposer la loi, mais en fait, ce n'est pas imposer la loi, ce n'est pas la loi existante, on va légiférer, on va faire de nouvelles lois, des lois d'exception. Et c'est ce qui va ramener 2003, donc juste après cette occasion, il va y avoir donc un débat dans la société sur cette question et de suite l'idée de la rentrée scolaire qui va arriver septembre 2003 et bien avant, pendant l'été, donc ça va être tout le débat sur la question du voile. Faut-il ou faudrait-il interdire le voile à l'école? Et voilà, donc Chirac qui jusque-là, et là aussi c'est une question qu'on apprendra, qu'on doit apprendre à discuter, débattre et analyser en toute sérénité et surtout, surtout en toute objectivité et honnêteté. C'est facile de dire un tel est islamophobe, un tel est islamophobe et un tel il a la haine de l'islam, etc. C'est facile, mais le plus important, c'est d'apporter de l'analyse, c'est d'apporter des preuves, d'expliquer d'expliquer comment on en arrive là. Comment on en arrive là? Comment Chirac, qui était plutôt tolérant, qui était plutôt ouvert aux cultures orientales, maghrébines, à l'islam, il avait de bonnes relations, on le disait, même l'ami des Arabes, va cautionner
une telle loi liberticide, hein, faut-il le préciser. Donc, il va y avoir deux commissions, la commission Debré, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale, et la commission Stasi. Stasi, c'est une personnalité, un ancien ministre. À l'époque, je ne sais pas, il n'avait pas de poste au gouvernement, à qui Chirac a confié la mission de constituer une commission dont le but c'est d'écouter, d'auditionner des acteurs de la communauté musulmane, des présidents d'associations, des présidents de fédérations, voilà, des personnalités qualifiées, etc., sur cette question. Et là, vous avez accès, bien entendu, à toutes les déclarations de ces acteurs politiques. Premier constat, puisqu'on parle de bilan, il faudra souligner qu'à l'époque, il n'y avait pas de position commune des musulmans de dire il n'y a pas de raison d'interdire à des filles qui ont atteint l'âge de puberté, notamment au lycée, si elles veulent, si elles choisissent de le porter, comme on n'impose pas un tablier ou une tenue à d'autres élèves, donc on n'a pas à imposer aux seules filles et lycéennes ou collégiennes, par exemple en troisième, musulmanes, une tenue. On impose à tout le monde une tenue, on n'impose pas. Mais là, on va imposer uniquement aux musulmanes. Leur imposer quoi? Leur imposer donc d'enlever leur foulard et de ne plus pouvoir rentrer avec dans le lycée. Et ce qui va arriver, c'est que à l'époque, on va chercher des fatwas à Al-Azhar, on va faire intervenir le Cheikh Al-Azhar et essayer de lui faire dire que il faut obéir à la loi. Et c'est la loi. D'ailleurs, ces gens-là ne comprenaient pas du tout que peut-être les filles, les jeunes filles qui le portaient, leurs parents sont nés en France et peut-être même pour certaines, leurs grands-parents. Ils pensent toujours que la communauté musulmane en France, ce sont tous des émigrés, hein, ou des migrants. Ça, c'est l'idée qu'ils ont. On l'a encore revu il n'y a pas très longtemps avec le président de la Ligue islamique mondiale quand il invite les musulmans et leur dire obéissez aux gouvernants qui vous gouvernent, vous êtes des invités chez eux. On n'est plus des invités. Moi qui suis primo arrivant, hein, donc mes parents n'ont jamais mis les pieds en France. Je suis le premier de la famille à les mettre. Primo arrivant, je ne le suis plus émigré depuis plus de 25 ans. Ça fait 35 ans, plus de 35 ans que je suis en France. Au bout de 10 ans, j'ai demandé la nationalité. Je me comporte depuis comme un Français à part entière. En tout cas, je ne me laisse pas imposer rien qui ne s'impose pas ou qu'on n'imposerait pas à un autre citoyen, par exemple. Donc, je disais, les musulmans ne vont pas avoir une même position par rapport à leur interlocuteur, à l'exécutif. Ils ne vont pas dire non, c'est une liberté. Et la femme, dans notre religion, la femme, quand elle a atteint l'âge de puberté, ce n'est pas ses parents qui lui imposent, ou sa mère ou son père, mais elle le choisit, la religion le lui demande et elle ne fait de mal à personne et ça ne porte atteinte à personne qu'elle porte ce foulard. Si c'était une liberté qui se déteindrait ou qui, en la pratiquant, en l'observant, elle va avoir des répercussions sur les autres, oui. Mais là, elle n'a aucune répercussion sur les autres. C'est la femme qui porte, cette jeune fille qui porte le foulard sur sa tête. Elle ne va pas, comment elle gêne, elle ne dérange personne d'autre. Mais bon, donc il va y avoir un débat. Et là, je vais souligner un point, ce qui nous permet d'analyser et de voir à travers, à l'aune de ce que je vais dire, là, ce que je vais raconter, un témoignage, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
dans le journal du mois de septembre ou octobre 2003, c'est-à-dire la loi, elle va être votée le 15 mars 2004. Elle va être votée le 15 mars 2004. Et les débats vont commencer aussi en janvier, février ou février 2004. Donc avant même que la commission Debré ne rende sa conclusion de ces auditions, avant même que la commission Stasi ne rende les constats et les conclusions de ces auditions, une organisation, pour l'UOIF pour ne pas la citer, ses responsables, son président en l'occurrence à l'époque, va recevoir le journaliste Xavier Ternisien. Xavier Ternisien, il a écrit 2 ou 3 livres sur l'islam de France, il a écrit un livre sur les frères musulmans, il a écrit un autre livre qui s'appelle Les mosquées de France. Xavier Ternisien, c'est connu, c'est un journaliste qui était spécialisé dans tout ce qui touche à l'islam et les religions d'une manière générale, et l'islam notamment. Donc, ce président de l'UOIF va déclarer au journaliste Xavier Ternisien, qui va le publier, lui dire que on a hâte que cette loi passe. Vous vous rendez compte, il n'y a encore même pas débat. Il n'y a encore même pas débat, on n'a pas encore défendu nos libertés, on n'a pas encore défendu nos droits, que déjà on s'avoue vaincu et on dit, on remet en quelque sorte sur un plateau la votation et de cette loi qui n'est même pas encore débattue. Ils disent autant on a hâte que cette loi passe, comme ça on dira aux musulmans que c'est une daroura, c'est une loi, elle s'impose, on doit respecter la loi. Et moi, j'avais écrit un article, vous pouvez le trouver, vous tapez mon nom et prénom, Noureddin Aoussat, umma.com, lettre à mes frères du CFCM. Lettre à mes frères du CFCM. Noureddin Aoussat sur le site de Oumma.com. Vous allez trouver l'article, vous avez trouvé la référence au journal et vous avez trouvé la date et tout le développement que j'ai fait, le développement théologique et le développement citoyen, qu'il n'y avait pas de daroura, qu'il n'y avait pas lieu d'évoquer d'ores et déjà ce prétexte de daroura, parce que la daroura, ça a une autre explication, ça a un autre sens dans Usul al-Fiqh et Qawaid al-Fiqh. Et le maqasid sharia, elle a une autre signification, donc ne l'invoquez pas. J'ai reçu une réponse de la part de Ahmed Jaballah, qui était président de l'UOIF à l'époque. Vous pouvez trouver aussi sa réponse, elle est sur le site de l'UOIF. Donc aujourd'hui, déjà, on peut remarquer qu'aujourd'hui, il n'y a pas ces débats qu'il y avait à l'époque. À l'époque, au moins, on écrivait. Moi qui n'étais contre cette loi, j'écrivais. Et les frères écrivaient d'autre part. Il y avait 1 ou 2 sites. Et donc, mais d'une manière générale, les officiels ne faisaient pas le travail de défendre. Ce qui me fait dire, ou ce qui me faisait dire à l'époque, que j'aurais souhaité ou j'aurais aimé que Joseph Citruc, qui était le grand rabbin de France à l'époque, soit plutôt notre représentant que Delil Boubaker, qui à l'époque était président du CFCM. Parce que Joseph Citruc défendait à l'époque mieux la liberté de culte et que Delil Boubaker, auquel j'avais écrit 2 lettres. J'ai fait 2 articles, le premier et deuxième, lettre ouverte à Delil Boubaker concernant les débats sur le voile à l'époque et les 2 articles, vous pouvez les trouver aussi sur le site de Oumma.com. Donc, si vous voulez, premier bilan, c'est que malheureusement, en 2003 et 2004, on a été mal défendus. Les musulmanes n'ont pas trouvé de défenseurs, ne pas trouver d'honnêtes et loyaux porte-parole en les représentants des musulmans qui n'ont pas su ou n'ont pas voulu transmettre leur volonté
auprès des responsables et la loi, elle est passée, premier interdit donc qui limite dans la liberté religieuse des musulmans. Bien sûr, pour le faire passer, ensuite, il suffit juste de changer le nom. Au lieu de dire loi sur le voile, on va dire loi sur les signes ostentatoires à l'école. Comme ça, soi-disant, ça touche les jeunes juifs qui porteraient de la kippa, ou ça toucherait les catholiques ou chrétiens qui porteraient une grosse croix autour du cou. C'est que, comment dirais-je, de l'hypocrisie pour faire passer la loi. Il va y avoir la même chose en 2011 avec la loi sur la burqa. Et là, je dois préciser un point, mes frères, mes sœurs. On ne défend pas la burqa parce que ma femme, ma sœur, mes filles la porteraient. Non, aucun de ma famille, ni ici, ni outre-mer, ne porte la burqa. Ce n'est pas dans nos traditions, mais si l'occasion m'est donnée de parler de la burqa, je parlerai honnêtement et je défendrai celles qui veulent ou qui désirent ou qui le portent déjà. Hein, celles qui désirent le porter ou veulent le porter, donc je les défends. Et c'est ce qui est arrivé pas très loin, donc en 2016, je pense, voire même 2018, quand la Commission des droits de l'homme de l'ONU avait blâmé la France sur cette loi sortie en 2011. Vous avez le temps pour que l'affaire elle remonte de l'Europe jusqu'aux Nations Unies, elle a mis 7 ans. Donc, la Commission des droits de l'homme de l'ONU avait blâmé la France sur cette légifération, sur la promulgation de cette loi qui est contraire aux libertés. Mais elle n'a aucune contrainte sur l'État français. Donc, j'ai été invité à Paris Sud, Radio France Sud, et j'ai défendu celle qui le porte comme si j'étais moi-même une femme qui porte ce burqa. Pourquoi? Parce que c'est un droit. C'est un droit c'est une liberté qu'on défend, comme toute personne a le droit. Certes, qu'est-ce que dit la Commission des droits de l'homme? Elle dit qu'on pouvait l'interdire sur des périodes de temps limitées, dans des endroits limités, mais faire une interdiction totale sur tous les territoires, à tout temps, à toute heure et en tout lieu, cette interdiction-là, elle est passée parce que les musulmans n'étaient pas prêts à défendre cette liberté. Et là, on arrive maintenant avec 2021, avec cette loi sur le séparatisme, où vous voyez, si on veut faire le lien, territoire perdu, séparatisme, c'est à peu près le même sens. Hein, le même sens, c'est comme s'il y a des enclaves, c'est comme s'il y a des endroits, des villes tout entières. Vous avez suivi dernièrement la polémique qu'il y a eu autour de Trappes, où un journaliste rédacteur en chef d'un grand journal, d'un grand quotidien, parle de Trappes comme un islamistan, comme un État islamique dans la République. Donc voilà, sans, je dirais, sourciller, voilà. Donc le bilan, pour résumer, vous laissez le temps de parole et de réaction. Donc le bilan est malheureusement négatif. Nous perdons des droits de plus en plus. Hein, nous perdons des droits, alors que d'autres, pour ne pas les citer, les LGBT, en 40 ans, ils ont gagné des droits sur des droits. C'est-à-dire, ils ne cessent tous les 10 ans presque, donc ces 20 dernières années, tous les 10 ans, à peu près tous les 5, 16, 7 ans, ils gagnent un droit. D'accord. Et les musulmans en marche, c'est-à-dire inversement dans leur évolution, ils perdent tous les 5 ans, tous les 7 ans, ils perdent un droit. Quel sera, on en vient à nous demander quelle sera la prochaine liberté qui nous sera
interdite. Aujourd'hui, et ce sera le dernier mot pour cette présentation, et donc cette première partie de présentation, on en vient même à perdre, heureusement que c'est juste une charte, le droit et cette liberté de conscience de dire que les lois d'Allah sont supérieures aux lois de la République, alors que c'est tout ce que pourrait dire n'importe quel homme et femme de foi et de religion en France. Vous poserez la question à un juif, à une juive, elle dira pareil. Vous poserez la question à une catholique, à un catholique, il dira pareil. À une protestante, un protestant, il dira pareil. Mais les seuls qui ont signé une charte qui dit que, en quelque sorte, pas dans ces mots, mais dans des mots qui sont proches, et vous vous souvenez la semaine dernière, ceux qui étaient présents quand je suis intervenu dans le débat de la semaine dernière, donc on vient à dire que les lois de la République, elles sont au-dessus de tout. Alors que ce droit-là, c'est ce qu'on appelle une confession. Et une confession, elle relève de l'intime, elle relève du fort intérieur, et personne n'a le droit d'interroger, de sonder, de mettre à l'épreuve un autre pour lui dire qu'est-ce que tu crois ou tu ne crois pas. Les lois de la République au-dessus des lois d'Allah ou les lois d'Allah au-dessus des lois d'Allah. On ne doit même pas poser la question, c'est interdit. Et nous, on brave tous les interdits et on dit non, non, on vous signe que oui, les lois de la République sont au-dessus de tout. Voilà, donc le bilan est négatif. Malheureusement, on perd de plus en plus des libertés. Maintenant, la question, ou le mot de la conclusion sous forme de questions et d'interrogations, sortir de notre impuissance politique. Que faire pour sortir de notre impuissance politique? Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Et la parole est à vous maintenant. Barakallahu fikoum, professeur, pour cette intervention que vous avez dit. Donc maintenant, on va prendre des questions. Bismillah, je pense que le frère Wassil avait une question. On regarde déjà les textes. Il y a des gens qui ont écrit. Je ne sais pas ce qu'ils ont écrit. Ouais. Alors, salam alaikum. On parlait d'intégristes et c'est même bien avant, en 1982, lors des grèves dans l'automobile, que Pierre Mauroy et son ministre du Travail parlaient d'intégristes et de khoménistes. Voilà, professeur. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vrai que cette déclaration de Pierre Mauroy, il faut pour les jeunes qui sont avec nous en 79, il va y avoir un grand changement géopolitique sur le plan mondial, à savoir pour la première fois un État, une grande puissance à l'époque aussi économique, donc qui est l'Iran, le roi va tomber et à la place du roi, il va donc être porté au pouvoir un non-turbané, en l'occurrence un clerc religieux chiite qui est l'Ayatollah Khomeini, qui, comble de l'ironie, était réfugié politique en France, dans le nord de Paris, à Neauphle-le-Château, était pendant des années. Donc, il a préparé en quelque sorte le renversement du pouvoir Pahlavi, de Reza Shah Pahlavi iranien de France, par les cassettes, les discours, etc. Donc on parlait de ça, donc c'est pour ça qu'on parlait de khoménistes, ce qu'on appelle aujourd'hui les séparatistes, les intégristes, les islamistes. En fait, à chaque époque, on change de nom. On les appelait à l'époque, voilà, fin des années 80, fin des années 70, plus exactement 79, 80, 81, 82, jusqu'à mi-80, la moitié des années 80, on va les appeler les khoménistes, pour faire référence à Khomeini, pour faire référence à la révolution chiite d'Iran. Voilà, mais attention, donc là, ils étaient un peu
pris au piège, mis en difficulté les socialistes étaient arrivés au pouvoir en 81. Hein. Donc en 82, il y a de grandes grèves dans le secteur automobile. Le secteur automobile à l'époque, c'était un secteur vital. Il y est toujours dans l'économie française, mais il était encore plus important. En termes de bassin d'emploi, en tant que voilà, de grèves. Et donc les premières diversions au lieu de faire face aux grèves et aux revendications sociales et revendications syndicales des travailleurs, on va faire diversion parce qu'ils ont vu un groupe de travailleurs prier. Ils ont dit, tiens, c'est peut-être des manifs qui sont fomentés ou téléguidés par des khomeïnistes, c'est-à-dire des intégristes. Et ce n'était pas le cas, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ces travailleurs-là avaient des salles de prière dans leurs usines, avaient des horaires aménagés pour le jeûne du mois de Ramadan, avaient des menus à la cantine qui sont des menus qui sont, comment dirais-je, qui respectent, par exemple, les confessions ou les religions de ces travailleurs, en l'occurrence les musulmans qui formaient le gros du bataillon des salariés. Voilà. D'autres questions ou réflexions, Barakallahu fikoum? J'y arrive bien. Barakallahu fikoum, professeur, pour cette réponse. Oui, donc là maintenant j'ai une question directe du frère Wassil. Salam alaikum, rahmatullah, akhi Wassil. Wassil, salam alaikum, rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Oui, on t'entend. Ouais. Inch'Allah, c'est le frère qui est avec moi qui va débuter en premier pour sa question pour Cheikh Nourdine. Et barakallahu fikoum, Cheikh, pour votre intervention. Wa fikoum barakallah. Assalamu alaikum, Cheikh. Barakallahu fikoum pour votre intervention. C'est vrai que cependant, je rejoins totalement, modestement, ce qui a été dit par rapport, c'est vrai, cependant, au droit qu'ont nos sœurs par rapport au voile et par rapport à finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu une précipitation et si on n'avait pas pu justement peut-être faire en sorte que les choses se passent différemment et protéger de manière un peu plus d'optimiser en tout cas ce droit, préserver ce droit-là qu'ont les sœurs ici de porter leur voile, c'est quelque chose de très important. Mais moi, la question que je voulais faire, je vais essayer d'être vraiment bref, c'est par rapport peut-être à ce que certaines organisations ont fait dans leur choix. Est-ce qu'on peut faire l'analogie de ce qui a été fait par le prophète sallam avec le fameux accord de paix de l'Hudaybiyah, qui consiste en final à faire des concessions qui peuvent paraître considérables, hein, qui sont considérables pour atteindre des objectifs majeurs. Un accord durant lequel, sur une durée de 10 ans, entre le prophète sallam et Quraysh, c'est cet accord qui a été fait, avec un accord qui était totalement désavantageux pour les musulmans dans l'immédiat, avec un impact qui était bénéfique dans le court et le long terme d'un point de vue stratégique. Ou même quand il y a des compagnons qui s'étaient indignés par rapport à cet accord-là, mais que le prophète sallam voulait voir vraiment à long terme. Et même si voilà, il y a des accords qui ont été faits, qui ont été faits, il y a quand même des organismes ici, l'UOH pour ne pas les citer, qui ont contribué tant sur le plan de l'éducation, avec des lycées, de nombreuses infrastructures, des lycées, des écoles, des collèges musulmans, sur le plan humanitaire, sur le plan des mosquées, énormément de choses qui ont pu être faites et des infrastructures qui ont pu être construites, peut-être parce qu'il y avait une confiance de l'État, voilà, c'était un peu par rapport à tout ça. Oui, donc il se trouve que cet exemple de Sulh al-Hudaybiyah avait été déjà cité à l'époque. Il avait été déjà cité à l'époque. Donc en 2003, en disant, et écoutez, donc notamment les frères de l'UOIF et ceux qui un peu raisonnent pareil que l'UOIF, hein, ils disaient, on va laisser passer, on va lâcher comment dirais-je, selon la stratégie sacrifier les péchés pour sauvegarder les pruniers. Hein, vous avez un champ, donc vous sacrifiez quelque chose pour en sauvegarder l'essentiel. On sacrifie cette liberté que nos sœurs, nos filles ne pourraient
n'auraient plus pouvoir bénéficier, jouir de cette liberté qui est celle de leurs concitoyennes, hein, de porter le vêtement de leur choix, mais on va gagner ailleurs. Mais on va gagner ailleurs, c'est le raisonnement. Malheureusement, on n'a rien gagné ailleurs et on n'a rien, je dirais, garanti comme droit ailleurs. Vous vous souvenez que les années suivantes, il y a eu des polémiques même pour les jupes longues. C'est-à-dire qu'on a pourchassé les filles qui portaient un simple bandeau. Certaines filles, elles ont été inquiétées parce qu'elles portaient des tenues c'est-à-dire qui couvraient. Ce n'était pas des foulards, elle ne portait pas de foulard, elle avait les cheveux en l'air, mais parce qu'elle portait des jupes longues, on disait, tiens, alors là, on leur a fait des problèmes. Et c'est pesant et c'est agaçant que d'être à chaque fois repris par les profs, par le proviseur, par je ne sais qui sur sa tenue. Donc, on n'a rien garanti. Et par moment, il faut faire attention que cette interdiction, certains voulaient l'étendre, l'élargir aux nounous chez elle, c'est-à-dire une femme qui garde des enfants que chez elle, elle ne pourra pas le porter. Il y a la polémique de la fameuse nounou, la loi sur les nounous. Heureusement qu'il y a eu des associations entre-temps qui sont bataillées et donc il y a eu un recul de la part de ceux qui voulaient. Et aussi, comment dirais-je, à l'époque, la droite n'était pas totalement gangrénée par cet esprit et ces idées de l'extrême droite. Quoi dire aussi à l'université? À l'université aussi, combien de fois il y a eu des polémiques des ministres qui disaient et la polémique, elle dure 2-3 semaines et après, elle s'éteint, mais elle est reprise 2-3 ans après pour l'interdiction du voile à l'université. Et là, récemment, vous avez vu, il y a 3-4 semaines en arrière, au début des débats au Parlement sur la loi sur le séparatisme, je l'appellerai comme cela parce que c'est son nom que la presse lui donne, même si officiellement c'est la loi réconfortant les principes de la République, mais tout le monde parle de loi sur le séparatisme. Donc cette loi sur le séparatisme islamiste, on a vu comment la question du voile est revenue au devant du débat, ce qui est terrible, ce qui est, je dirais, agaçant, ce qui est, comment dirais-je, énervant, je pourrais même dire ce qui est révoltant, c'est qu'en même temps, il y a un autre débat qui ressemble totalement, en l'occurrence, l'âge de majorité pour la liberté sexuelle. Hein, la liberté sexuelle, on va poser la liberté sexuelle on va débattre, allez, 13, 14, 15, et allez, on discute 13, 14, 15, 15, 14, 13, etc. Finalement, on va l'arrêter à 15 ans pour le consentement, par exemple, alors que pour le voile, qui ne touche ni à la dignité, qui ne touche ni à l'intégrité physique de la personne, on va poser l'âge de 18 ans. C'est-à-dire que même une fille qui a son bac à 17 ans et qui commence sa première année universitaire, elle n'aura pas le droit de porter le voile. Ou bien on va faire le contrôle à l'université qui, parmi les étudiantes à 18 révolue et qui ne l'a pas pour la laisser et lui laisser le droit de porter le voile ou non. Vous voyez donc que le raisonnement, hein, je n'ai pas encore abordé sur le Hudaybiyah, hein, juste sur le plan, je dirais, réel, sur le plan sociétal, faire des concessions pour sauvegarder, ça ne marche pas toujours. Au contraire, il faut se battre pour ses droits, il faut se battre pour ses libertés et défendre ses droits, défendre ses libertés et en demander davantage, Pas lâcher sur ses droits pour sauvegarder ça, on le fait sous des dictatures, on le fait sous des régimes autoritaires, mais on ne le fait pas dans les démocraties.
On se comporte pas comme cela dans des démocraties où il y a des droits qui sont stipulés et qui sont expressément évoqués dans des traités ratifiés par l'État, la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration européenne des droits de l'homme, etc., etc. On ne se comporte pas comme ça. Donc c'est pour cette raison que ce comportement-là, ce n'est pas le comportement d'un Français. Un vrai Français, un bon Français, même s'il n'est pas de souche français, qui se comporte comme un Français en France, il doit défendre ses droits, il doit défendre ses libertés religieuses parce que la France, on est comme ça. C'est l'histoire de la France, c'est l'histoire des Français. Les Français se battent pour leur liberté, se battent pour les droits. Et ces représentants musulmans qui se battent pour faire des concessions, qui se battent parfois pour laisser de leurs droits, ce n'est pas un comportement français, si je puis dire. Je termine l'aspect sociétal. Je reviens maintenant à l'aspect théologique, si on veut. Premièrement, Sulh al-Hudaybiyah n'a pas un caractère prescriptif. D'accord? C'est un événement de l'histoire, bien sûr, qui est sujet, qui est matière, qui constitue une matière à tirer des moralités, à tirer des leçons. D'ailleurs, c'est le sujet de ma conférence. Vous pouvez la suivre. Vous pouvez la suivre après-demain, samedi, à partir de 15h30 à 16h, à la mosquée de Massy. C'est le sujet de ma conférence, Sulh al-Hudaybiyah, le traité de Hudaybiyah, moralité et leçons. Donc, ce sera juste après-demain. Sinon, Sulh al-Hudaybiyah, d'abord, il faudrait ne jamais écarter de l'esprit que c'est une inspiration d'Allah. Le prophète, quand il agit, le prophète, quand il fait ou dit, il dit parfois de sa propre personne, son propre avis, sa propre opinion, il arrive dans ce qui ne concerne pas la religion. Mais sinon, il parle par inspiration divine. Et là, en l'occurrence, à Sulh al-Hudaybiyah, il a agi par inspiration divine parce qu'il avait vu dans le rêve quelques mois avant que c'est le verset لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. Allah a fait que soit vrai la vision que son messager a vue, que tu vas rentrer au Beit al-Haram, à la maison sacrée, en toute sérénité, en toute paix. Donc ça, premier point. Nous, personne ne nous a révélé pour nous dire que si on l'a acheté en 2003, on allait gagner en 2005, en 2006. Non. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, le prophète avait une promesse d'Allah que ces concessions-là allaient se transformer en des victoires éclatantes. D'ailleurs, la sourate qui parle de cet événement, elle s'appelle Al-Fath. Suratu Al-Fath. Et Al-Fath, c'est la victoire éclatante. Donc, je pense que c'est malsain, je dis bien malsain, malsain pour ne pas dire fourbe, de vouloir manipuler les textes, les événements de l'islam pour les retourner contre les musulmans au final. Au lieu d'utiliser Sulh al-Hudaybiyah, si le prophète n'avait pas répondu, si le prophète n'avait pas répondu à Omar ibn Khattab, c'est Allah et je fais confiance à Allah, c'est-à-dire ce que je fais, les concessions que j'ai faites, je les ai faites par inspiration d'Allah et je fais confiance à Allah. Omar ibn Khattab, il ne se serait jamais tu. Il ne se serait jamais tu. Vous savez aussi que sur le Hudaybiyah, les Sahaba étaient très, très mécontents. Le prophète, pour casser la sacralité, l'ihram, il leur a intimé l'ordre de se couper les cheveux pour se débarrasser de leur ihram. Ils ont obtempéré, ils étaient nonchalants, ils n'ont pas appliqué. C'était la première fois qu'ils n'appliquaient pas sur le champ et je dirais sans hésitation un ordre ou une injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour voir que Sulh al-Hudaybiyah ne peut en aucun cas servir sans dire que le prophète, quand il a
fait ce traité, il a fait ses concessions, il était convaincu que les avantages au moyen terme, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, allaient être à sa faveur bien mieux et meilleur que les avantages qu'il aurait pu obtenir s'il avait gardé cette hostilité entre lui et Quraysh. La preuve, c'est qu'on dit en 2 ans après Sulh al-Hudaybiyah, Sulh al-Hudaybiyah c'était l'an 6 de l'Hégire, à l'an 8 de l'Hégire, la communauté musulmane, elle s'est décuplée en nombre par rapport à ce qu'elle était avant Sulh al-Hudaybiyah. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Barakallahu fikum, professeur. Donc là, je pense il y avait une deuxième question, si je ne me trompe pas. Donc, juste après, je prends le frère Abdelaziz. Oui. J'ai une question du frère Munji et je sais une question en message. Donc là, on va prendre Wassil. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, barakallahu fikoum, Cheikh, pour votre réponse. Moi, j'aurais une question à vous poser. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et même si la dernière fois, dans le dernier live Zoom, j'étais un peu hostile, mais personnellement, en fait, j'appelle ça la politique de l'immigré. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est la mentalité Ikhwan originelle et qui est tout à fait légitime, puisque en Égypte, ils avaient besoin d'avoir cette pyramide franc-maçonnale en termes de dévoilement des objectifs, etc. Pour éviter dans ces dictatures-là que les informations, les objectifs des Ikhwan auraient pu remonter. Donc, c'est légitime. Le souci, c'est que ces personnes-là sont venues en France, comme vous l'avez dit, ont appliqué la même stratégie alors que le contexte est totalement différent. Et on se retrouve dans la situation dans laquelle on est maintenant, où on a des personnes qui, pendant plus de 20 ou 30 ans, ont fait concession sur concession et on se trouve pieds et les mains liés alors que des communautés qui étaient, des minorités, pardon, qui étaient beaucoup plus inférieures que la nôtre en termes de quantité, les lobbies LGBT, les lobbies véganes, ce genre de choses, eux n'ont au contraire accepté aucune concession. Ils ont utilisé l'instrument politique et sociétal pour pouvoir faire valoir et mettre en avant leurs droits et leurs idéaux, et c'est passé. Donc, je vous remercie pour avoir mis cela en exergue. Et la question que j'aurais aimé vous poser, c'est qu'on a vu que lors de la première charte signée à partir du mois de novembre, du moins sur lequel toutes les jama'at ont travaillé, avant que la mosquée de Paris ne trahisse tout le monde et décide de se mettre avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Intérieur Darmanin pour faire une charte qui est beaucoup moins acceptable, on était unis. Et moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est comment est-ce que la communauté, là, enfin ceux qui sont par exemple opposants à cette charte, pourraient faire pour s'organiser, pour s'unir et au-delà des différentes pétitions qui sont signées en termes de structuration, si jamais vous avez la réponse, je sais que la question est compliquée, mais quelles sont les possibilités structurelles qui pourraient être mises en place afin de faire une opposition et comme vous l'avez dit, d'avoir une politique un peu plus de l'affirmation et de l'hostilité quant à nos droits plutôt que la politique de la soumission. Barakallahu fikoum cher et je m'excuse si j'étais long. Là, c'est un peu, donc je te remercie pour cette question, Wassi. Là, c'est un peu le point ou l'interrogation de conclusion, comment sortir de notre impuissance politique. Tout simplement, c'est d'agir. Il faut garder coûte que coûte, je dirais, la position. Nous et tous ceux qui sont contre cette charte, nous resterons contre cette charte. Nous ne l'accepterons jamais. Nous ne l'accepterons jamais. Elle est inacceptable. Ce n'est pas seulement une question de liberté religieuse, c'est même une question de dignité. Et c'est pour cette raison que la tribune que plusieurs imams, on était presque 150 imams à signer, 250 étudiants en sciences islamiques, 100 enseignants en sciences islamiques avant signé. On est à 600 maintenant, cadres avant signé. Son titre était la tribune de la dignité. Il y va de notre dignité de ne pas signer cette charte et de continuer à la refuser, à la rejeter. Aussi, donc il y a 3 fédérations qui restent campées sur leur position de dignité, de refus de cette charte, des initiatives un peu partout, puisque tout est lié, comme on dit, et ça, souvent on l'oublie. On parle de texte, et c'est un peu ce que nos frères, la semaine dernière, avaient oublié ou avaient omis de soulever. Et il faut parler du texte et du contexte
et de l'intertextualité. 3 points différents, texte, contexte et intertextualité. C'est-à-dire que vous avez un texte qui est déjà grave dans son contenu, qui vient dans un contexte qui est très grave, parce que comme si ce texte-là est nous faire porter le chapeau, nous faire porter la responsabilité des crimes odieux qui ont eu lieu contre le prof d'histoire géo et contre les fidèles de l'église de Nice. Nous, on refuse cela. Les assaillants, les meurtriers, les assassins, les terroristes, appelons-le comme on veut, qui ont commis ça sont de confession musulmane, sont d'origine musulmane, même si, mais ils ne sont en rien ils ne se sont en rien comportés et agis en notre nom, ni avec notre consentement, ni avec notre accord tacite ou explicite ou autre. Donc, donc ça c'est le contexte. Donc on refuse cette charte rien que parce qu'elle vient dans ce contexte et que c'est la réponse des hommes politiques qui l'imposent dans ce contexte. Eux, ils ont un intérêt à l'imposer dans ce contexte parce qu'ils ont leur électorat à rassurer, ils ont leur adversaire politique je dirais, à s'opposer et à se positionner vis-à-vis d'eux. Donc, ils ont tout intérêt à ce que cette charte vienne dans ce moment, dans ce contexte. Mais il y a aussi un autre facteur, un autre point, c'est ce qu'on appelle l'intertextualité, c'est-à-dire les liens qu'il y a entre ce texte et les autres textes. Et en l'occurrence, nous avons un autre texte de 480 pages qui est la loi sur le séparatisme, qui sont en symbiose, qui sont comme des vases communicants. Il y a une porosité totale entre cela. Rajoutez à cela le livre de Darmanin, qui est une explication de la charte. Vous avez le 3e et 4e chapitre, et même le 5e, 3e, 4e et 5e chapitre de ce livre sont consacrés à cette charte. Donc, quand on met l'un dans l'autre, on se dit que ces gens-là se payent notre tête en quelque sorte et on ne l'accepte pas. Et sinon, une dernière remarque, oui, c'est pas, il faut le dire. Donc, le frère Abdelaziz, lui, il a l'habitude de dire cela. Et même moi, je le dis. Moi aussi, je viens du bled. Moi, je suis arrivé la deuxième moitié des années 80. Mais j'ai cessé de me comporter comme un blédard au bout de quelques années. C'est-à-dire du moment que j'ai choisi de vivre en France, avant même d'obtenir ma nationalité, dès que j'avais la carte de séjour d'1 an, je montais sur le minbar, je disais ce que il me semblait en mon droit de dire, avec une carte de séjour qui n'avait même pas 1 an, elle avait 9 mois, puisqu'on l'a renouvelée toutes les rentrées scolaires, toutes les rentrées universitaires. Donc, ce comportement de blédard, je m'excuse de le dire, ce n'est pas péjoratif dans le sens toute personne qui vient du bled est blédard. Non, il y a des gens qui viennent du bled, mais ils se comportent en citoyens et pleinement comme citoyens. Il y a des gens qui sont nés en France, c'est ça le malheur aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens qui sont nés en France, mais ils ont pris cet aqliya, ce réflexe du blédard, et ils raisonnent comme, je dirais, le raisonnement des blédards. Non, il n'en est pas question. Alhamdulillah, nous vivons dans un état de droit, nous vivons dans un état qui garantit les libertés, mais ces libertés et ces droits-là, ça ne s'octroie pas, ça ne se donne pas, ça ne s'offre pas sur un plateau en argent ou en bois ou en or ou en inox, ça se bat pour avoir ces droits et ça se bat aussi pour les sauvegarder et les protéger. Barakallahu fikoum, professeur, pour la réponse. Donc, alors, j'ai 4 mains levées, donc voici, on vient de répondre. Ça va être dans l'ordre Abdelaziz, Mounji et Nasseri juste derrière, Inch'Allah. Abdelaziz, salam alaikum, rahmatullah, khil karim. Wa alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. On m'entend, Akhi? On t'entend très bien. Bismillah. Barakallahu fikoum. Je veux remercier le frère Nourdine et le frère organisateur, qu'Allah vous récompense pour ces échanges, en espérant qu'ils s'élargiront pour toucher un peu plus d'acteurs
principalement de la communauté, parce que il y a un proverbe africain qui dit si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie jamais d'où tu viens. Donc, c'est bien qu'ils se retournent un petit peu vers l'arrière et qu'ils voient un petit peu les anciens et les frères et sœurs qui ont expérimenté des luttes et des rapports, de rapports de force avec le pouvoir injuste. Donc, peut-être, je vais essayer d'être rapide parce que je suis un grand parleur, qu'Allah il pardonne. Juste pour clarifier la notion de blédard, même si ça a un caractère péjoratif, dans le sens où, je l'ai expliqué moi la dernière fois dans mon intervention, en disant qu'il y a des gens qui ont un rapport particulier au pouvoir, un rapport particulier à l'autorité. Ils ont été soit réfugiés politiques, soit opposants politiques, soit étudiants, et ils ont refusé de repartir voilà, pour X raisons. Donc, ils ont un rapport au pouvoir qui est très particulier, qui est un rapport de soumission, de crainte. Ils mettent en place des stratégies d'évitement, ils évitent les confrontations, ils évitent comment dirais-je, l'interpellation du pouvoir, etc. Alors, comme je l'ai dit, le prophète Hassan a dit le plus grand djihad, c'est de dire une parole de vérité à quelqu'un qui abuse du pouvoir. Aujourd'hui, Darmanin, Macron, tout le monde abuse du pouvoir. Personne n'est capable de leur dire qu'Allah nous pardonne. Donc, mais les blédards, il y a effectivement ce qu'il disait Nordine, moi j'ai toujours dit, il y a des gens des blédards qu'on a francisés, entre guillemets, qu'on a rendus citoyens à l'Union des jeunes musulmans, au collectif des musulmans de France. Nordine en connaît quelques-uns et il le dit lui-même, il en fait partie. Et il y en a d'autres, des jeunes d'ici, qui sont nés ici, qui n'ont quasiment aucun contact avec le bled et qui ont été blédardisés. C'est-à-dire qu'ils ont été formatés par des frères, qu'Allah il leur pardonne, qui ont mis la main sur l'islam de France et qui les ont formatés à leur façon de voir en disant ah ben non, mon frère, moi je vous donne un exemple. Quand on a créé CRI, Coordination contre le racisme et l'islamophobie, c'est parce que les frères de CCIF, il ne faut pas les nommer, c'était Sami Débat, pourtant c'est pas un blédard, mais il y a tout un courant derrière, tout un courant de pensée qui dit qu'il ne faut pas manifester, il faut pas, on m'avait dit c'est contre-productif Abdelaziz, il ne faut pas manifester parce qu'ils vont nous faire une deuxième loi. Malheureusement, je lui dis Sami, ça va être la séparation entre nous. Nous, on va créer CRI pour aller justement manifester, pour aller nous battre, pour aller défendre nos droits et montrer que comme la CGT, comme le Parti communiste, comme la gauche, l'extrême gauche, la droite, l'école libre, les catholiques, tout ce que tu veux, ils manifestent, mais nous aussi on va manifester. Alhamdoulilah, une des actions que je voulais mettre en exergue pour donner l'exemple aux frères et sœurs, c'est que la loi sur les nounous dont parlait Nordine, il n'y a pas beaucoup de structures qui sont battues réellement. Nous, on est allés sur le terrain, c'est-à-dire se battre entre faire des pétitions, faire des signatures, faire des manifestes, etc. C'est une chose, mais ça ne mange pas de pain. On le sait. Des pétitions, il y en a qui ont fait 500 000, 700 000. Le gouvernement n'a jamais tenu compte. Donc nous, au mieux, on arrive à faire quoi 50 000, 40 000, mais ce n'est pas ça qui change. C'est le rapport de force politique. C'est-à-dire qu'on descend dans la rue, qu'on interpelle dans les moments propices les faiseurs d'opinion, les faiseurs de loi, les faiseurs comment dirais-je, les faiseurs de l'avenir de ce pays. Et je vous donne l'exemple tout bête. Là, on est dans une période un peu similaire. À l'époque, en 2012, il y avait la loi sur les nounous qui a été votée à 94% au Sénat. C'est-à-dire qu'elle allait aller à l'Assemblée nationale et ils votaient à peu près au même rapport. Comme la loi sur le séparatisme aujourd'hui, enfin même pire à l'époque. Nous, on est allés, on a occupé le siège du Parti socialiste à Lyon, on a manifesté en pleine nuit, on est arrivé, on a occupé le siège du Parti socialiste, on était devant, et on a dit maintenant, on veut discuter avec les responsables du Parti socialiste parce qu'ils voulaient faire passer Hollande au prochain présidentiel. On a dit, nous, il n'y a pas de problème, on va dire que si la loi contre les nounous, comment dirais-je, elle est mise de côté, eh bien, on appellera à voter contre vos ennemis politiques. On n'a pas dit on appellera à voter Hollande, on a dit on appellera à voter contre vos opposants. Et effectivement, ça a été une promesse qui a été tenue par le Parti socialiste. Et aujourd'hui, on est dans une situation similaire. Pourquoi les musulmans, les organisations musulmanes ne vont pas discuter avec Macron en disant écoute, nous, on peut te faire passer au prochain présidentiel, tu arrêtes la loi sur les nounous, la loi sur la loi séparatisme, et tu enlèves cette fameuse charte indigne et des imams. Et ça, il suffit que des frères et sœurs décident au niveau des organisations pour discuter, et ils l'obtiennent. Parce que, quand je me rappelle, moi, des Arméniens, je l'avais cité encore l'exemple, ils avaient 100 000 voix disponibles. Devedjian était avec Sarkozy, avant que Sarkozy devienne président de la République. Il lui a promis, Devedjian, il a dit à Sarkozy, moi je te fais voter toute la communauté arménienne pour toi. Il lui a dit, tu nous fais passer la loi sur le génocide. Et effectivement, Sarkozy l'avait promis en période électorale, et quand il est passé, il l'a voté, ils sont 100 000. Nous, on est 5 ou 7 millions, on n'est pas capable de faire traîner une seule loi, la circulaire Châtel, la loi El Khomri, qui aujourd'hui permet à des entreprises privées de discriminer l'appartenance religieuse dans l'entreprise. Il y a plein de situations où c'est une catastrophe. Très rapidement aussi, pour l'histoire, le 15 mars 2004, il faut se rappeler quand même que les frères
À l'époque, les frères musulmans, pour ne pas les nommer, les frères de l'UOIF, ils étaient pas en odeur de sainteté auprès de l'opinion publique, auprès de la classe politique. Et c'était à coquiner avec Sarkozy. Sarkozy, il a dit, moi, je vais les ramener dans le droit chemin. Vous allez voir, je vais discuter avec les intégristes et vous allez voir, ils vont adopter les lois de la République, etc. Donc, il leur a promis de rentrer dans le CFCM avant la création du CFCM. Donc, il les a rentrés dans le CFCM. Et en contrepartie, le deal qui a été fait de fait, même si certains le nient, nous, on a un peu des échos à droite à gauche. On sait très bien que voilà, les choses fuitent. Et c'était une promesse, c'est de dire, nous, on ne va pas se battre contre la loi sur le hijab, la loi du 15 mars 2004, et tu nous intègres au CFCM, et on va devenir les gens fréquentables et qui sont capables d'être des interlocuteurs de la République. Et la preuve en est que lorsqu'il est venu au Bourget Sarkozy pour annoncer sa loi scélérate, en disant sur les cartes d'identité, il n'y aura pas de photos avec foulard, eh bien, le frère Abdallah Mansour, qui est derrière, qui met là à la sauce, il faisait les grands signes à la salle pour dire ne sifflez pas, ne huez pas, etc. Et c'est-à-dire tout le monde était contre ça. Mais les frères, qu'Allah leur pardonne, ils ont créé un antécédent très grave. Et pour l'histoire, pour les plus jeunes, lorsque JMF, Jeunes Musulmans de France, qui était la branche jeune de l'UOIF, a voulu manifester avec nous, avec le PSM, avec le CMF, avec l'UJM, avec un certain nombre d'organisations qui étaient à la pointe du combat politique à ce moment-là, eh ben, eux, ils ont interdit à JMF de manifester. Ils ont même démis le président Mahmoud Kelkoul, qui est de Lyon, qui a été démis de ses fonctions de président de JMF. Donc ça, c'est pour l'histoire et pour la responsabilité, les frères, il faut qu'ils se rappellent et qu'ils s'excusent auprès de la communauté et qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs que par le passé, qu'ils essayent de se rattraper et ne pas nous jeter en pâture. Parce qu'aujourd'hui, quand ils nous disent, eux, après 2004, la loi est votée, obéissez à la loi, textuellement, hein, moi je me rappelle des discours des frères, la loi est votée, obéissez à la loi, c'est-à-dire qu'il ne faut plus manifester, il faut dire que c'est une loi d'atteinte aux libertés, il ne faut plus dire, comme l'avait dit, comment il s'appelle, un député du PS, Jean-Michel Bélanger, c'est une loi scélérate, il ne fallait même pas dire c'est une loi scélérate, il fallait dire Sama'na wa ta'ana, wa khasidi wa khalalla, comme d'habitude. Les blédards, ils sont spécialistes de ça. Ils sont spécialistes des courbettes, qu'Allah им pardonne, pour venir dire ah bah oui, il faut obéir à la loi. Et aujourd'hui, quand le discours de Macron a été fait à Trappes, il a dit il faut détecter les signes mineurs. C'est-à-dire, si ton voisin il a une barbe, si ton voisin reçoit des gens, si ils font une réunion entre eux, etc., tu dois signaler à la police. Et qui c'est qui prend la parole à Lyon? Responsable des imams des mosquées de Lyon, qui dit nous, on est là, on est prêt à exécuter le plan de M. Macron. C'est-à-dire, voilà, toujours garde à vous, toujours les supplétifs pour réprimer leurs frères, pour réprimer les Arabes. Ça, c'est très, très grave qu'Allah il nous pardonne. Et donc là, aussi, quelque chose d'autre, pour une expérience, j'arrêterai là. L'idée, c'était quoi? C'était quel rapport de force? Quand il y a eu les gradations, parce que le pouvoir, il n'est pas fou. Il teste les rapports de force. Il prend la température. Quand il y a eu l'histoire de hijab sur les écoles, après, ils ont voulu l'étendre aux adultes. Nous, on a dit non, on s'est levé, on a dit non, pas de question, la carte d'identité, machin, là. Après, ils nous ont sorti une circulaire. C'était moyennant des rapports de force avec l'État. Ils ont dit il va falloir enlever les oreilles, le cou et la racine des cheveux. Il faut que ce soit découvert. Donc nous, on a dit bon, ça c'est une entourloupe. Vous savez très bien que c'est une gradation, une atteinte des pouvoirs, parce qu'en aucun cas, le cou, les oreilles et le front n'empêchent la reconnaissance visuelle de la personne. Il n'y a pas eu de procédure. Donc on a dit OK. Donc moi, ce que j'ai fait à l'UGM à l'époque, et je n'ai pas été soutenu, elle n'a pas été soutenue à l'époque, et c'est triste et c'est malheureux parce qu'on aurait pu gagner. Moi, ma femme, elle devait renouveler son passeport. On a acheté une perruque. Et la perruque, elle tombait jusqu'aux yeux. Elle cachait tout le front. Elle cachait les oreilles et elle cachait le cou. C'était une perruque. Et je l'ai encore pour souvenir. Et on a fait les photos et on a allé à la préfecture et on a eu le passeport. Donc après, j'ai déposé, moi, j'ai saisi c'était comment on appelle, la HALD à l'époque, je crois, la HALD qui était là. Et on avait dit, voilà une injustice. On nous dit que les cartes d'identité sont interdites sans le front, les oreilles, le cou. Et celle-ci, elle cache tout. Et pourtant, vous l'appliquez. Mais là, personne n'a soutenu. On a fait circuler l'information de dire voilà, on a une possibilité d'obtenir une jurisprudence, de faire abolir cette circulaire administrative injuste. Personne n'a suivi. Comme aujourd'hui, ceux qui suivent, c'est beaucoup de rire, beaucoup de vent. Mais excusez-moi, les frères et sœurs, il y a beaucoup de vent là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait réellement? Ben rien, on va faire des pétitions, on va faire des manifestations, et après, ça fait 40 ans qu'on fait ça. Et on n'a pas compris que le rapport de force, c'est un rapport de force politique. Il se fait par la Russie. Oui, mon frère. Une minute, barakallahu fik, s'il te plaît. Je termine, Inch'Allah, je termine. Juste pour dire, nous, on est arrivé à la conclusion, franchement, il n'y a pas de tergiverser 40 000 fois. Il faut prendre les meilleurs avocats de France. La LICRA l'a fait.
Les LGBT, effectivement, le font, mais eux, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont le rapport de force en leur faveur, puisqu'ils ont des hommes et des femmes un peu partout pour arriver à influencer sur les décisions politiques. Nous, on a besoin de la justice européenne, internationale. On a besoin des meilleurs magistrats, des meilleurs avocats en France pour attaquer ces lois qui sont liberticides, pour attaquer la loi El Khomri. Parce que le El Khomri, c'est un rajout qui a été fait au Code du travail. Et le Code du travail, c'est lui la loi référence. Il n'interdit pas les appartenances, il protège les appartenances religieuses. Eh bien, la loi El Khomri, elle a été rajoutée. Et il suffit que quelqu'un dans une entreprise comme Paprec, qui a 4000 salariés, dont la plupart sont musulmans, pour qu'ils disent, moi, je me sens touché dans mes convictions religieuses, je dépose plainte et on fait abolir le truc. C'est un spécialiste de la CGT, un juriste de la CGT, qui nous avait expliqué ça. Il a dit, ils sont où les musulmans? Wallah, il a dit comme ça, ils sont où les musulmans? Ben là, je vous donne l'information. Il suffit que quelqu'un trouve un salarié qui travaille chez Paprec pour faire abolir ce règlement intérieur, obtenir une jurisprudence qui permet aux musulmans de rentrer avec le hijab, etc., ou avec leur barbe, ou faire la salat pendant les heures de pause, etc. Et pour le terminer, moi, je pense, et je le dis, je vais vous casser les oreilles, vous m'excuserez, sur la création du fonds de défense de musulmans. Un fonds de défense qui ne va pas servir à attaquer Dupont, le raciste, ou Madame Martin, l'islamophobe, etc., qui a dit dégage chez toi ou enlève ton hijab. On va attaquer les faiseurs d'opinion, les fondamentaux, les gens comme Renaud Camus qui distille une littérature qui arme les gens aujourd'hui, qui attaque les mosquées, qui attaque Christchurch. On va attaquer le Bolloré, qui est un mec qui est un mania de la presse et des médias, qui embauche un multirécidiviste qui s'appelle Zemmour, qui nous insulte tous les jours à la télé. On va attaquer Darmanin, qui a écrit un bouquin où il raconte des mensonges, où on attaque le gouvernement en tant que tel, on attaque la loi séparatisme. Voilà un truc, par exemple, je finis là. Pourquoi les frères de l'OIF, ceux qui nous parlent de Hudaybiya, etc., et tous ceux qui ont signé là, toute la clique des blédards qui ont signé, pourquoi ils n'engagent pas une procédure sur une question de constitutionnalité? La loi séparatiste, c'est une loi anticonstitutionnelle, parce qu'elle touche aux libertés d'association, à la liberté de culte et à la liberté de culte et à la laïcité. Il y a 3 dimensions sur lesquelles on peut attaquer. Et si le Conseil constitutionnel déclare qu'elle est constitutionnelle, eh ben on va à la Cour européenne des droits de l'homme et on ira au Conseil des droits de l'ONU. Et ça, c'est un minimum. Et je termine là-dessus. Le fond, c'est pas un truc comme on a vu jusqu'à maintenant. Parce que le fonctionnement à la blédarde, comme on a vu jusqu'à maintenant, l'argent jamais transparent, peut faire un fonds avec une transparence totale. Un euro qui rentre, un euro qui sort, tout le monde le voit et tout le monde sait à quoi il a servi. Et il ne servira en aucun cas ni au salaire, ni au déplacement, ni aux locations, ni à rien du tout. Il n'y a pas de salarié, il n'y a pas de loyer, il n'y a rien du tout. On fait que les frais de justice, les frais d'avocat, les frais d'huissier. Voilà, si on arrive à cet outil-là, ce sera une sadaqa jariya, ce sera comme un waqf juridique. Et avec ça, on va pouvoir obtenir des jurisprudences. Et une fois que 2 ou 3 institutions auront été fracassées, comme l'a été la police, par exemple, et la France a été condamnée pour ses contrôles d'asile. Subhanallah, mais regardez les frères, j'arrête là, ça me rend fou. Il y a des voisins à Nice, des gens, ils ont déposé plainte contre l'État à cause des bruits, à cause des motos, là, les rodéos. Et ils ont obtenu, ils ont fait condamner l'État. La préfecture a été condamnée à leur verser dommages et intérêts. C'est du bruit. Nous, on nous dit sur notre identité, sur notre dîne, sur notre fondamental, et on n'est pas capable d'obtenir une jurisprudence. Il faut arrêter. Les frères et sœurs, je vous dis honnêtement, si on ne crée pas un outil comme ça, dans la transparence totale, ça veut dire qu'on n'est pas clair. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah Jésus Békhir. Excusez-moi d'avoir abusé de votre temps. Barakallahu fikum. Wafik, Akhi Abdelaziz, barakallahu fik. Professeur Oussat, je ne sais pas si vous voulez répondre. Non, je n'ai pas de réponse à donner, sauf à dire que je suis tout à fait favorable donc, à la création de ce fonds donc, pour la défense des droits des musulmans. Il y a des initiatives qui sont prises ici et là, mais le problème, c'est que, encore une fois, il nous manque cette, comment dirais-je, cette alchimie, il nous manque cette levure pour faire prendre et que ça soit le plus large possible. Un fonds pareil ne peut être efficace, ne peut être conséquent et important que s'il ratisse large, que si tout le monde s'y reconnaît en quelque sorte. Et pour cette raison que moi, j'ai cité tout à l'heure le nom de l'UOIF, etc., parce que c'est de l'histoire, les articles sont présents sur les sites et tout le monde sait qu'on arrête de s'attaquer les uns les autres, qu'on essaye de fermer les yeux, de boucher les oreilles sur les détails, si et seulement si il y a de la part de chacun un engagement sur l'essentiel. Je suis prêt à pardonner à l'UOIF, je suis prêt à excuser l'UOIF, mais s'il montre vraiment un engagement sur l'essentiel de la défense. Mais malheureusement, il n'y a pas cela.
Il n'y a pas celui-là. Il continue à faire de la politique à la blédarde, comme l'a dit, sans insulte aucune, alors qu'on est dans un état de droit encore une fois. La France est un état de droit. Donc, défendez vos droits. Vous n'êtes pas en Tunisie, vous n'êtes pas en Algérie, vous n'êtes pas au Maroc pour accepter le minima. L'État, le droit, la Constitution, les traités te donnent le maximum. Prends le maximum. Pourquoi tu réduis tes droits à la partie congrue c'est ce que je ne comprends pas et c'est ce qu'on n'accepte pas. Il faudrait qu'on change, qu'on agisse, qu'on donne la main, qu'on tende la main, qu'on soutient par les partages des tweets, par les partages de Facebook, en donnant, chacun donne ce qu'il peut à ce fonds et chacun appelle ceux autour de lui et les invite à participer à ce fonds. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra relever la tête en quelque sorte et ça ne sera que comme ça qu'on pourra sortir de cette impuissance. Qu'on arrête, je ne sais pas, parce que, allez, je vais citer juste un exemple. Moi, je m'en fiche totalement, mais je le dis parce que j'ai appelé à voter Macron au premier tour des élections. On dirait que c'est moi qui l'ai élu. On dirait que c'est moi, c'est grâce à moi qu'il est devenu président. Mais au point, j'ai pleuré d'impuissance. J'ai pleurer je dirais, de paralysie et de manque de possibilité de pouvoir de faire raisonner mes frères. Vous vous posez encore la question pour qui voter quand vous avez Marine Le Pen et Macron. Vous vous posez encore la question pour qui voter quand vous avez quelqu'un qui est en pleine campagne électorale. Il sort un bouquin le plus islamophobe et qui fait la déclaration la plus islamophobe que je n'ai jamais entendue depuis 100 ans, depuis un siècle. Depuis un siècle, jamais une déclaration islamophobe n'a été aussi islamophobe que celle qu'a fait Fillon en pleine campagne électorale quand il a dit de placer le culte musulman sous la loi. Le culte musulman, placer le culte musulman sous la loi, sous le contrôle de l'État, pardon. Sous la loi, il a toujours été, sous le contrôle de l'État. Et on se pose encore la question. Mais le problème, ce n'est pas de voter, le problème, ce n'est pas d'élire, c'est qu'est-ce qui vient après. Si vous donnez un vote pour quelqu'un et que derrière, vous ne revendiquez pas, vous n'écrivez pas, vous n'interpellez pas, bien entendu que ce président-là, une fois élu, il va voir que d'autres font pression sur lui, les autres font des revendications et la communauté musulmane, c'est des bni oui, tout ce qu'il leur demande, ils disent oui, amen, oui, amen, oui, amen. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va leur dire non, ne me dites pas amen, non. Il va continuer et aller dans ce sens-là. Et donc, il faut qu'on comprenne ces choses-là. Vous m'excuserez, moi, je ne pourrai plus rester parce que je suis loin de chez moi et je dois rentrer chez moi. Et voilà, c'est dommage. On aura, Inch'Allah, peut-être l'occasion une autre fois de reparler de ce sujet. Mais sinon, bien entendu, il faut y aller de l'avant, garder espoir. Moi, j'ai grand espoir, je ne suis pas désespéré, je ne suis pas abattu. Vous savez, il y a une expression française qui dit la victoire à la Pyrrhus. C'est quoi? C'est que l'État, il a eu sa victoire, il a eu sa loi sur le séparatisme, mais c'est une loi scélérate, c'est une loi qui ne va pas faire long feu. C'est une loi qui ne va pas faire long feu parce qu'on ne peut pas limiter les libertés qui ont été octroyées aux citoyens depuis plus de 2 siècles. On est dans un contexte vrai de tension, le terrorisme, les meurtres de Paty, etc., des représentants des musulmans qui sont des bni oui, d'accord, la loi, elle est passée, mais rien ne dit que cette loi, elle va rester. Inch'Allah, vous, la nouvelle génération, vous vous battrez pour changer les choses et que toutes ces lois scélérates qui sont passées seront abrogées et qu'on revienne à la situation normale où les musulmans jouiraient ou jouiront plutôt, ce n'est pas au conditionnel, des mêmes droits que leurs concitoyens des autres confessions ou sans confession. Voilà mes frères,
J'en ai fini. Ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, wafikum Donc, baraka, cher. Donc, nous, on a l'habitude de terminer avec une dua. Je suis désolé pour les frères Mounji et Nasseri. On va réinviter le professeur, Inch'Allah. Ou alors, envoyez-moi par texto vos questions que je renverrai au professeur, Inch'Allah. Mohamed, Oui. salam alaikum. Ma question elle était très simple. Là, c'était vraiment. Je l'ai écrit, juste comme ça, je ne perds pas de temps et j'ai plus qu'à lire la question si vous me pardonnez. On va demander au cher s'il est d'accord. Oustad. c'est quoi? Vas-y, tfaddal, rapidement. Salam alaikum, barakallahu fikum, Oustad. Moi, je voulais juste avoir votre avis, votre réaction à ceux ou à celles qui disent que les partisans du oui défendent quelque part des intérêts que le musulman lambda ne pourrait pas savoir ou comprendre. Autrement dit, que les partisans du oui ont dit oui, car en fait, dans les coulisses, ils ont tellement de pression politique, etc., que finalement, dans le fond, certains disent ils ont dit oui, mais en fait, ils ont juste sauvé les meubles de façade. C'est faux, mon frère. C'est encore une fois le raisonnement du bled, le raisonnement du bled. On sait. Moi, je suis arrivé en France 86, 84, 87, je suis revenu. 89, j'étais première action à la cité universitaire, première action. On a fait les portes ouvertes, on a fait une conférence, on a fait un film, on a fait une exposition de livres, etc. Une semaine après, j'ai été convoqué au RG à Marseille. J'étais étudiant à Aix-en-Provence. Une semaine après, parce que c'est moi qui a été demandé la salle où on a fait ces activités à la cité universitaire d'Aix-en-Provence, la cité universitaire Les Gazelles d'Aix-en-Provence. Une semaine après, j'ai été convoqué au RG. Il m'a reçu, il m'a dit, vous comprenez bien que vous êtes étudiant, vous êtes étranger, vous faites une activité concernant l'islam, c'est pour ça que j'ai besoin de vous connaître, etc. Donc, les pressions, il y en a, il y en aura toujours, mais personne ne leur a mis le couteau sous la gorge ou le pistolet sur la tempe pour les faire signer. Ils ont signé parce qu'ils ont des intérêts. Voilà, c'est tout. Il faut dire les choses telles quelles. Ils ont des intérêts. Pendant 2 ans, je dis bien, le pouvoir les a ignorés. Depuis l'arrivée de Macron en avril 2007, il a assisté, je pense, au dîner de l'iftar de cette année-là, et puis les a boycottés pendant 2 ans. Ni lui, ni le deuxième iftar de 2018, même pas son ministre de l'Intérieur n'a pas assisté, il a été à Strasbourg. Donc, il les a éconduits en quelque sorte, il les a ignorés pendant 2 ans, et donc maintenant qu'il leur a rouvert encore une petite porte, ils sont aux anges. Il les reconnaît, soi-disant. Non, il ne les reconnaît pas, il veut juste les utiliser. Ils sont tombés point et pied liés dans son piège. Il leur fait signer ce qu'il veut. Parce que pendant 2 ans, il traitait plutôt avec la MIF, l'Association des musulmans pour l'islam de France, de El Karoui. Et c'est ce qui va arriver. Dès 2020, la fin de l'année, on va parler d'argent et il va remettre sur la selle la MIF pour le Hajj. Le Hajj qui va passer par la MIF. Les visas de Hajj ne passeront plus par les agences, mais ça sera centralisé au niveau d'une association et cette association, elle va avoir une source de rentrée d'argent et qui n'ira nulle part si ce n'est dans les caisses de cette association. Donc, il n'y a pas de pression, mon frère. Les pressions, si, je ne dis pas il n'y a pas, il y a des pressions comme partout, mais il n'y a aucune contrainte. D'accord? Il n'y a aucune coercition. Il y a juste des négociations en coulisses. L'UOIF, par exemple, ils ont commis l'erreur de se retirer de CFCM. Ils sont restés, les CFCM, ils leur ont fermé la porte derrière eux. Ils leur ont dit, vous êtes sortis, restez dehors. Et pendant 3 ans, ça fait 4 ans
que l'UOIF cherche à réintégrer le CFCM et cette fois-ci, ils ont trouvé cette possibilité, ils sont rentrés que depuis quelques mois, hein, ils ont retrouvé leur place que depuis quelques mois, l'UOIF au sein du CFCM. Et bien sûr, maintenant qu'ils ont retrouvé leur place qu'ils ont perdue pendant 3 ans, ils doivent faire un peu de la surenchère. Malheureusement, si on nous pousse à parler, il y a des choses qui sont déplaisantes qui vont remonter de cela. Soyons honnêtes, Allah est avec nous, les lois sont avec nous et ayons confiance en nous-mêmes, et défendons nos droits, ni plus ni moins que le reste des concitoyens. On ne demande pas à avoir plus de droits que les autres et comme aussi on n'accepte pas à avoir moins de liberté que les autres. D'accord ? Voilà. On ne demande pas plus de droits et on n'accepte pas moins de liberté que les autres. Les mêmes libertés, les mêmes devoirs. Barakallahu fikoum, professeur, d'avoir répondu. On va clôturer comme on a l'habitude de clôturer. Professeur, on aimerait bien que vous terminiez, vous, par une doua de clôture, tout en sachant que malheureusement, ici, on a un étudiant avec nous, le frère Khalid, qui vient de perdre son père sur Forbach. Qu'Allah lui ouvre les portes du paradis, Allah yarhamou, et on va clôturer avec une doua, Inch'Allah. Barakallahu. On commencera par lui, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Toutes les louanges, toutes les grâces sont rendues à Allah. Nous le louons et nous lui rendons grâce. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لمن كان له ميت أو قريب اللهم اغفر لموتانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم وآنس وحشتهم وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم نقهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ألف على الخير قلوبنا. اللهم اجمع شملنا. اللهم وحد كلمتنا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف على الخير، على الطاعة، على الإيمان، على القرآن والسنة قلوبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Et barakallahu fikum et qu'Allah vous récompense pour votre présence et les frères et sœurs qui sont derrière toutes les actions pour le bien de la communauté. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je vous dis salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Amin, amin, amin. Barakallahu fikum pour votre présence. Salam alaikum wa rahmatullah à toutes et à tous. Salam alaikum. Alaikum salam.